Parlons de toutes les négociations commerciales, car il y en a pas mal. Les négociations entre les États-Unis et la Chine à Stockholm. Maintenant, le fait est que Besson a indiqué qu'il pourrait y avoir une nouvelle prolongation de 90 jours. Cela me laisse penser que la négociation ne se déroule pas vraiment sans accroc. Est-ce aussi ce que vous pensez? C'est exactement ce que je pense. Et bien sûr, cela n'a pas pu être arrangé par toutes ces déclarations contradictoires et de plus en plus étranges venant de Donald Trump, dans lesquelles il menace la Chine de tarifs douaniers, non pas à cause de quelque chose que la Chine pourrait faire, mais à cause de quelque chose que la Russie, un pays complètement différent, pourrait faire. Franchement, ce n'a absolument aucun sens. Mais cela ajoute une couche supplémentaire d'incertitude. Et cela doit pousser les Chinois à se demander quel est l'intérêt pour eux de faire la moindre concession aux États-Unis, étant donné que, même si un accord est conclu à Stockholm, les États-Unis pourraient le déchirer si Trump décide d'imposer ce qu'il appelle des tarifs secondaires, quoi que cela veuille dire, à la Chine malgré tout. Je ne pense pas personnellement qu'il va faire cela, mais il me semble que les Chinois ne sont pas du tout disposés à faire des concessions aux Américains. J'ai lu un article de Reuters hier dans lequel, précisément sur la question de l'achat de pétrole russe par la Chine, les Chinois ont déclaré « Écoutez, cela ne vous regarde pas. C'est notre souveraineté économique qui est en jeu. Nous n'allons pas négocier là-dessus. » Quiconque connaît un tant soit peu la Chine sait que c'est exactement ce qu'il dirait. Il dirait la même chose à propos du pétrole iranien ou saoudien ou de n'importe quel autre pays auprès duquel ils achètent du pétrole. Ils ne laisseront pas les États-Unis décider à leur place de leur politique commerciale ou de leur commerce extérieur. Je veux dire, cette idée est absurde et totalement inacceptable. Et s'ils cédaient sur quelque chose comme ça, aussi sûrement que la nuit suit le jour, les Américains viendraient exiger autre chose. Mais je soupçonne qu'il n'y a pas de véritable accord sur quoi que ce soit pour le moment. Donc ils vont simplement repousser le problème, car comme je l'ai dit, je ne pense même pas que les Américains aient une stratégie économique ou commerciale cohérente. Pour être franc, j'en ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un ensemble d'idées venant des Américains qu'ils présenteraient à la Chine et qui auraient le moindre sens. Et si vous regardez qui négocie au nom des États-Unis à Stockholm, je dois dire que je ne suis pas particulièrement impressionné par ces personnes non plus. Oui, il y en a, d'après les médias chinois, juste pour que tu saches d'où je tire mes informations. Donc la Chine compte beaucoup de personnes issues des médias indépendants, mais il y en a aussi quelques-uns, disons, semi-gouvernementaux. Tu vois, ils sont pas totalement gouvernementaux, mais on sent qu'ils ont un certain lien avec le gouvernement ou avec des groupes de réflexion liés aux universités et ce genre de choses. Donc il y en a quelques-uns que je suis qui parfois te donnent des informations au-delà du discours officiel. Donc, selon certaines de ces sources, ce qu'elles disaient, c'est que dans cette discussion commerciale, oui, l'achat de pétrole russe est un point de discorde, comme vous venez de le dire, mais aussi, ils exigent que la Chine donne aux États-Unis un accès total aux terres rares chinoises. Jusqu'à présent, la Chine a assoupli son contrôle sur l'utilisation civile des terres rares, mais ce que les États-Unis demandent, c'est un accès complet, autant qu'ils le souhaitent. Pourquoi la Chine accepterait-elle une telle chose, n'est-ce pas? Ce sont les terres rares de la Chine, donc ils ont le droit de... Eh bien, les États-Unis ne feraient jamais cela. S'ils avaient le monopole des terres rares, ils ne l'abandonneraient jamais de cette manière. Ils exigent de la Chine quelque chose qu'ils n'accepteraient jamais eux-mêmes. Donc cela montre encore une fois l'incroyable sentiment d'entilement de ces gens. Ce n'est pas seulement illogique,
mais j'imagine mal que cela échappe à l'attention des Chinois. Le fait de réclamer un tel accès rappelle à nouveau une relation de traité inégale. Je veux dire, vous avez vos ressources et vous nous donnez un accès sans restriction. La Chine a déjà connu cela. Et une autre chose, c'est TikTok. Souviens-toi, on parlait de la raison pour laquelle Trump continue d'insister là-dessus. Il pense que c'est une carte qu'il a en main. Et bien sûr, la Chine a encore dit non, pas de vente de TikTok, mais ils continuent. Tu sais, ils n'arrêtent pas. Ils ne peuvent pas, comme tu l'as dit, accepter un non comme réponse. Donc TikTok, c'est encore autre chose. Voilà apparemment les sujets qu'ils mettent sur la table, mais ils n'avancent pas. Absolument. Si vous voulez mon avis personnel, je pense que l'histoire du pétrole russe est surtout mise en avant par les Américains comme un moyen de pression sur la Chine, plus qu'autre chose. Je ne pense pas qu'ils croient vraiment que les Chinois céderaient un jour sur un sujet pareil. Et comme je l'ai dit, les Russes, évidemment, ne le feront pas non plus. Donc, à mon avis, ils ont soulevé cette question de la manière dont ils l'ont fait maintenant pour essayer de mettre la pression sur les Russes ou les Chinois. Mais bien sûr, toute personne ayant la moindre connaissance de la Chine sait que cela n'arrivera tout simplement pas. Oui, oui. Mais il y a quand même quelque chose de positif. Je veux dire, Trump a refusé aux dirigeants taïwanais la possibilité de faire une escale à New York et à Las Vegas. Juste pour que tu saches, c'est quelque chose qui a été refusé aux dirigeants taïwanais. Ils essaient de faire ça la première année de leur mandat. Ils font toujours un voyage qu'ils appellent un voyage pour visiter certains pays d'Amérique du Sud, mais ils font une escale aux États-Unis, sur la côte Est et la côte Ouest. Sur la côte Est, ils font presque toujours une escale à New York parce qu'ils reçoivent normalement une invitation de l'Institut Hudson pour y prononcer un discours. Voilà comment ça fonctionne. Oui, donc l'Institut Hudson reçoit beaucoup d'argent de Taïwan. Cela explique ce plan d'embauche des gens comme Miles Yu et Gordon Chang pour y être basés. Voilà, c'est pour que tu comprennes. Cela a parfaitement du sens. C'est tout à fait logique. Et tu as raison. Je veux dire, c'est une bonne chose que Trump ait fait cela. Je veux dire, cet individu qui prétend être le président d'un pays qui n'existe pas, enfin bref, il est tout à fait normal aussi qu'il ne vienne pas aux États-Unis. Et je veux dire, il ne devrait pas y être le bienvenu. C'est aussi simple que ça. Oui, et en plus, il y a une tentative de révocation menée par lui. En surface, cette révocation consiste à vouloir révoquer environ 20 à 30 législateurs du Kuomintang, le parti d'opposition. Or, ça pose problème en soi. Il y a eu une élection et il faudrait en reconnaître le résultat. Mais il n'aime pas le fait de ne pas avoir la majorité absolue au Parlement, donc il veut révoquer ces personnes. Ensuite, il placerait les membres de son propre parti pour avoir un contrôle total. Mais ce qui est intéressant, c'est que la campagne qu'il mène pour cette révocation présente ces personnes comme pro-Chine, pro-unification. Si c'est ce récit qui prévaut, cela devient presque un référendum sur la question de l'unification de Taïwan. Et devinez quoi? Jusqu'à présent, sur les 24 membres visés par la révocation, aucun n'a été révoqué. Ils ont donc essuyé un échec total. Absolument. C'est même très intéressant. À titre personnel, je pense que tout a été mis en œuvre pour s'assurer que cet homme soit élu lors des élections à Taïwan. Mais qu'il n'a pas été possible de reproduire cela de la même manière pour les élections législatives, qui ont probablement donné une expression plus fidèle des véritables sentiments de la population taïwanaise. D'ailleurs, cette histoire de vote de révocation a attiré beaucoup d'attention en Occident. Je ne dis pas que les grands médias en ont parlé ici, mais beaucoup de personnes que je connais en ont entendu parler, ce qui est inhabituel pour ce genre d'actualité concernant Taïwan. Mais le message est passé.
Et comme je l'ai dit, cela a ébranlé les certitudes que beaucoup de gens avaient sur Taïwan et sur les véritables sentiments de sa population. Oui. Et s'ils disent « Oh, vous savez, la démocratie c'est bien, Taïwan est une démocratie dynamique », alors il faudrait suivre et respecter ce que disent les gens. Mais ils n'en parlent pas. Cet accord que les États-Unis et l'Europe ont obtenu, je trouve cela intéressant. Par exemple, le Premier ministre français, François Bayrou, a qualifié cet accord commercial d'acte de soumission aux États-Unis et a déclaré que c'était un jour sombre pour l'Europe. Quel est votre avis sur cet accord? Je pense qu'il faut apporter une précision ici. Le mot soumission est beaucoup plus fort en français qu'en anglais. C'est ce qui s'est passé en 1940, lorsque l'Allemagne nazie a vaincu la France et que le dirigeant français de l'époque, le maréchal Pétain, s'est soumis à Hitler. Je veux dire, ce mot a ce genre de résonance dans le discours politique français. C'est donc un mot très, très puissant. Eh bien, la Chine se bat contre la France pour ses droits. C'est pourquoi nous menons cette bataille à Stockholm. La Chine est un pays fort, un pays souverain et fier qui accorde de la valeur à sa souveraineté. Les Européens, je pense, à la suite de cet accord, ont été exposés comme incompétents, fondamentalement indifférents au bien-être des peuples d'Europe, et dans tout cela, prêts à tout donner aux Américains. Il y a même eu un article dans le Financial Times qui disait que les Américains étaient stupéfaits de voir à quel point les Européens étaient soumis et passifs pendant les négociations. Je veux dire, les négociations qui ont précédé cette rencontre entre Ursula von der Leyen et Trump en Écosse, les Américains s'attendaient constamment à ce que les Européens proposent des contre-propositions, ce qu'ils n'ont jamais fait. Il n'y avait aucun signe d'une quelconque stratégie de négociation européenne. Ainsi, l'Europe s'est retrouvée avec des droits de douane de 15%, plus élevés que prévu et bien plus élevés qu'elle ne le souhaitait. Ils ont accepté des droits de douane nuls sur les exportations américaines vers l'Europe. Mais la partie vraiment insensée de cet accord, c'est qu'ils se sont engagés à acheter 750 milliards de dollars de produits énergétiques américains sur 3 ans, soit 250 milliards de dollars par an. Or, l'Europe importe actuellement entre 30 et 60 milliards de dollars de produits énergétiques des États-Unis chaque année. Ces chiffres sont astronomiques. Ils n'ont aucun sens. De toute évidence, Donald Trump les a sortis de nulle part. C'est la seule explication. Et incroyablement, les Européens les ont acceptés. Pouvez-vous imaginer des négociateurs chinois accepter une chose pareille? Je vous ai déjà dit ce que les Russes m'ont raconté à propos des négociateurs chinois. Qu'ils discutent, qu'ils sont bien préparés et prêts, et qu'ils débattent de chaque ligne, de chaque mot dans chaque ligne, de chaque virgule et signe de ponctuation, que ce soit en anglais ou dans une autre langue. Mais une fois que vous concluez un accord avec eux, ce qui peut prendre énormément de temps, il est absolument solide. Eh bien, voici l'approche européenne des négociations. C'est exactement l'opposé. Vous obtenez un accord qu'il négocie à peine et qui ne peut pas être solide puisqu'il repose sur des fantasmes. Et puis, je pense que certaines personnes en Europe ont même fait remarquer que von der Leyen n'a tout simplement pas le droit de promettre à la fois le GNL et aussi l'investissement de 600 milliards de dollars. D'où viennent ces 600 milliards de dollars? Allez-vous imposer des taxes à tous les citoyens européens pour obtenir ces 600 milliards? Ou comptez-vous sur le secteur privé? Dans ce cas, de quel secteur privé s'agit-il? Quelle entreprise? On ne peut tout simplement pas garantir une telle chose, ni promettre une telle chose. C'est totalement irresponsable de sa part de faire ce genre de promesse alors qu'il ne semble pas possible de la tenir, n'est-ce pas?
Non, elle ne peut pas. Vous avez tout à fait raison. Je veux dire, d'une part, si les États-nations européens vont fournir 600 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis dans le cadre des structures européennes, cela doit être approuvé par eux. Ce n'est pas la fonction de la présidente de la Commission européenne, qui est une exécutive, d'engager l'Europe dans une décision politique. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous parlions du rôle du président du Conseil et de celui de la Commission. C'est quelque chose qui devrait être décidé par le Conseil européen, par les États membres. Ils peuvent peut-être décider d'investir 600 milliards de dollars aux États-Unis, mais sur quelle base? Qui pourrait le dire? Mais en tout cas, ils pourraient, en théorie, le faire. Ce n'est absolument pas à Ursula d'accepter cela. Et comme je l'ai dit, ni les États ni la Commission ne peuvent lier les citoyens européens ou les entreprises privées européennes exactement comme vous l'avez dit. Je veux dire, c'est absurde. Mais encore une fois, Trump a sorti un chiffre de nulle part et Ursula a simplement accepté. Et pour aggraver les choses, cette négociation entre la Chine et l'Europe ne s'est pas très bien passée. D'abord, je viens d'apprendre que, lorsqu'ils sont allés en Chine, ce n'est même pas la Chine qui les avait invités. C'est eux, von der Leyen et Costa, qui voulaient aller en Chine. On pourrait penser que, si tu es aussi pressé de venir me voir, tu devrais avoir de bonnes conditions à m'offrir, non? C'est vous qui voulez que cette rencontre ait lieu chez moi. Eh bien non, ils ont aussi posé des exigences comme arrêter tout commerce avec la Russie, d'accord? Plus de pétrole russe. Et puis, concernant les véhicules électriques, ils disent, d'accord, vous pouvez vendre des véhicules électriques, mais vous devez aussi transférer toute votre technologie de base aux entreprises européennes. Les constructeurs automobiles européens sont allés en Chine et la Chine leur a demandé de faire des co-entreprises, mais elle n'a jamais exigé de transfert de technologie de base. Cela n'a jamais été demandé, mais maintenant, eux le demandent. Et bien sûr, ils ont aussi demandé un accès total aux terres rares de la Chine. Ils ont les mêmes exigences que les États-Unis. Qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens? Eh bien, évidemment, je veux dire, imaginez, nous savons tous qu'Apple a établi des chaînes de production en Chine. Est-ce que les Chinois ont dit, eh bien, en échange de l'établissement de chaînes de production en Chine, vous devez nous donner tous vos secrets commerciaux et vos systèmes d'exploitation. Nous devons tout avoir. Je veux dire, encore une fois, ce sont des exigences absurdes, ridicules. Je connais très bien les partenariats. Je connais les accords de coproduction et tous ces types d'accords que la Chine avait l'habitude de conclure et qu'elle a très très bien réussi. Ce n'est rien de nouveau. Ce qui est exigé aujourd'hui n'a rien à voir avec cela. Il s'agit essentiellement de l'abandon des droits de propriété intellectuelle, ce qui est quelque chose de totalement différent. Je veux dire encore une fois, c'est grotesque. Maintenant, si l'Union européenne veut aller en Chine et conclure des accords avec la Chine, alors, comme nous en avons déjà discuté dans des émissions précédentes, et comme je l'ai évoqué avec la Grande-Bretagne, qu'ils élaborent un plan. Dites à la Chine, écoutez, voici comment nous voulons avancer. Nous voulons des co-investissements. Nous sommes inquiets à l'idée d'importer directement des voitures de chez vous. Peut-être pourriez-vous installer des usines en Europe. Que pouvons-nous faire pour fournir des approvisionnements locaux afin que nous puissions construire ensemble? Vous savez, on peut imaginer toutes sortes d'idées comme celle-ci. On peut élaborer tout un plan de développement. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que les Chinois acceptent immédiatement. Mais vous proposez une initiative, une proposition bien élaborée, réfléchie et financièrement solide. Vous la soumettez aux Chinois, les Chinois disent « Eh bien, parlons-en » et vous mettez en place des groupes de travail et ils étudient la question. Cela peut prendre du temps,
mais on peut parvenir à une forme de compréhension et d'accord. C'est comme cela que cela devrait se passer. Les Européens ne sont pas comme ça. Ils arrivent simplement, encore une fois, avec un sentiment colossal d'être en droit de tout exiger. Nous avons un problème avec la Russie. Nous ne voulons pas que vous commerciez avec la Russie. Nous voulons que vous exportiez des véhicules électriques. Mais nous voulons avoir toute la technologie et tous vos droits de propriété intellectuelle remis sur un plateau pour que nous n'ayons rien à faire. Je veux dire, ce sont des choses absurdes. Oui, et l'arrogance est tout simplement stupéfiante. Parce que, il n'y a pas si longtemps, Wang Yi a visité l'Europe, n'est-ce pas? Cette demande venait des Européens, souvenez-vous, et Wang Yi a été très clair. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et on pourrait penser que, d'accord, les Européens devraient ramener cela à l'Union européenne et en discuter avec les dirigeants, en se demandant, d'accord, qu'est-ce que nous pouvons offrir à la Chine pour rendre cela plus attrayant? Non, ces gens sont simplement venus en Chine avec la même demande. Je me dis que ce n'est pas étonnant si la visite prévue pour 2 ou 3 jours s'est terminée en une journée. J'imagine que la Chine leur a simplement dit « Vous pouvez partir ». Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'était absolument mon impression, et pas seulement la mienne d'ailleurs. Plusieurs autres personnes que je connais ont pensé la même chose. Je veux dire, puis-je simplement dire quelque chose de manière générale maintenant? À savoir que l'Union européenne, qui se targue toujours de ses formidables compétences en négociation, aujourd'hui, la plupart des gens s'accordent à dire qu'il existe 3 grandes puissances géopolitiques dans le monde: la Chine, les États-Unis et la Russie. Ils sont en train de perdre face aux 3. Ils sont en mauvais termes avec les 3, et ils perdent contre les 3. Ils ont conclu un accord désastreux avec les Américains. Ils n'ont conclu aucun accord avec les Chinois, avec qui ils entretenaient autrefois une relation excellente et incroyablement productive. Et je n'ai même pas besoin de parler des Russes, car nous savons exactement ce qui s'est passé là-bas. Je veux dire, si cela ne vous montre pas qu'il y a quelque chose de profondément défaillant dans la manière dont l'Europe est dirigée actuellement, je ne sais pas ce qu'il pourrait. Et la Chine est ouverte à la fabrication en Europe. Ils en ont déjà installé une en Hongrie. Je crois que c'est une entreprise de batterie, une grande, donc ils peuvent certainement trouver un accord. Je ne comprends pas ces gens, ils posent simplement leurs exigences. 1, 2, 3. Ce n'est pas une négociation, c'est juste une liste de revendications qu'ils ont, et la Chine est censée simplement l'accepter. La Chine. Mais bon, mettons cela de côté. Quand j'étais en Hongrie en octobre, j'entendais parler de cet accord dont ils discutaient longuement, très très longuement. À quel point le Premier ministre hongrois, M. Orbán, croit fondamentalement que l'avenir économique et industriel de la Hongrie passe par un partenariat étroit avec la Chine et qu'ils veulent attirer des usines automobiles chinoises en Hongrie et obtenir des investissements conjoints avec la Chine dans des industries hongroises. Et apparemment, il consacre une grande partie de sa journée à travailler là-dessus, car c'est quelqu'un qui s'occupe vraiment des détails. Bien sûr, les dirigeants européens ne font rien de tel. Ce que la Hongrie fait à petite échelle, ils sont incapables de le faire à grande échelle. Comme tu l'as justement dit, ce n'est qu'un ensemble d'exigences sans rien offrir en retour. Oui, oui. Et bien sûr, ils détestent Orbán parce qu'il est tactique, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et le Royaume-Uni ne fait guère mieux. Le secrétaire à la Défense, John Healey, a essentiellement déclaré que le Royaume-Uni était prêt à combattre la Chine si celle-ci voulait prendre Taïwan, s'unifier avec Taïwan. Il ne peut pas être sérieux, n'est-ce pas? Il dit ça pour la forme.
Eh bien, pour une fois, même les médias britanniques ont trouvé cela ridicule. Je veux dire, je pourrais probablement vous trouver des articles qui le disent. Encore une fois, cela montre à quel point la classe politique britannique est complètement déconnectée de la réalité. L'armée britannique est réduite à 72 000 hommes, dont environ 15 000 sont réellement des soldats de combat. Vous allez lancer ça contre la Chine. La marine ne compte plus que 8 navires, dont 4 sont opérationnels. Combien de navires la Chine construit-elle en un mois? Je pose juste la question. Et Taïwan, on va combattre la Chine à propos de Taïwan, que nous reconnaissons comme faisant partie de la Chine, car au Royaume-Uni, c'est le cas. Nous l'avons fait bien avant les Américains, d'ailleurs. Donc tout cela est simplement absurde. Le Royaume-Uni n'a-t-il pas actuellement des problèmes économiques, mais il trouve de l'argent pour affronter la Chine? Je veux dire, eh bien, c'est un très bon point. Nous n'avons pas d'argent, mais nous devons quand même nous battre contre la Chine. C'est évidemment la priorité. Nous voulons faire la guerre à la Russie. D'ailleurs, la rhétorique à ce sujet ici est écrasante. Nous devons être prêts à combattre les Russes d'ici 2027, apparemment, car c'est à ce moment-là qu'ils vont nous attaquer. Sophia, je n'invente rien. Cette date, cette année 2027, revient sans cesse. On l'évoque, on insiste dessus. Bien sûr, nous ne faisons rien de concret pour préparer une défense avant 2027, mais nous parlons de la guerre contre la Russie en 2027. Mais vous savez, ne nous arrêtons pas là. Battons-nous aussi contre la Chine à propos de Taïwan, qui se trouve, vous savez, à 2 continents et 3 océans d'ici. C'est tout simplement ridicule. Et George Galloway a d'ailleurs souligné que la dernière fois que la Grande-Bretagne s'est battue contre la Chine sur l'eau, c'était en 1949. Il y avait un navire de guerre, le HMS Amethyst, n'est-ce pas? Et il se trouvait sur le fleuve Yangtze. À cette époque, les forces communistes l'ont fait échouer. Mais à l'époque, la Chine était bien plus pauvre. Vous savez, il n'avait presque rien. Et maintenant, d'une certaine manière, on pense qu'on peut affronter la Chine. Eh bien, absolument. Ce n'était pas la dernière fois que nous avons combattu les Chinois, d'ailleurs. La dernière fois que nous avons combattu les Chinois, c'était en Corée. Nous étions impliqués avec les Américains en Corée. L'incident de l'Amethyst, quand j'étais enfant, dans les années 60 et 70, était bien connu. Et je crois qu'il y a même un film à ce sujet, d'ailleurs, que plus personne ne regarde, parce que personne ne veut se souvenir de cet incident très embarrassant. Mais nous avons aussi combattu l'armée chinoise en Corée, et là encore, avec les résultats que nous connaissons tous. Et comme vous le dites très justement, la Chine était alors différente. Aujourd'hui, la Chine déploie des chasseurs de 6e génération. Nous sommes coincés avec des chasseurs de 4e génération, dont la moitié ne sont pas opérationnels. Et même stumps la Chine. Oui. Maintenant, Trump a donné à la Russie, genre, 50 jours pour obtenir une sorte de cessez-le-feu. Mais maintenant, il dit 10 jours. Qu'est-ce qu'il essaie de faire ici? Je veux dire que ce soit 10 jours ou 50 jours, la Russie ne va pas broncher, on le sait. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Eh bien, les Russes interprètent cela comme un signe de faiblesse. Je lisais récemment, juste avant que nous fassions cette émission, des commentaires d'un général russe. C'est un général à la retraite, le général Ivashov. Et il disait que c'est clairement un signe de frustration de la part de Trump. Lorsqu'il a lancé l'ultimatum précédent, il s'attendait à ce que les Russes ou Poutine l'appellent. Les Russes ou Poutine ne l'ont pas appelé. Ensuite, Trump dit « Oh, eh bien, je ne suis pas intéressé à parler. Il n'est pas intéressé à me parler. Je ne suis pas intéressé à lui parler. » Remarquez qu'il a dit à peu près la même chose à propos de Xi Jinping. « Oh non,
Je ne veux pas aller en Chine. Je n'irai en Chine que si Xi Jinping m'invite à venir. Je veux dire ces choses-là, enfin, on ne va pas perdre de temps avec ça. Il y a une part de vérité là-dedans. Mais je reviens à ce que j'ai dit. Je pense qu'en partie, c'était destiné à mettre la pression sur la Chine. Les négociations à Stockholm ne se passaient pas bien, et je pense qu'il reçoit probablement des informations à ce sujet de Scott Bess. Il est clairement contrarié par cela, et donc, il a raccourci le délai, parce qu'il dit à tout le monde que si les Russes ne capitulent pas, il va imposer des droits de douane de 100% à la Chine. Comme je l'ai dit, il ne faut pas chercher la logique ici, mais c'est ce qu'il a dit. Vous savez, Jeffrey Sachs, je crois qu'il est en Chine en ce moment. Je viens de voir un court extrait où il disait que les Russes jouent aux échecs, la Chine joue au Go et les États-Unis jouent au poker. Et ce que fait le poker, d'abord, c'est que c'est un jeu court. C'est pour ça que les États-Unis s'engagent dans telle ou telle guerre. Et même si ça ne se passe pas très bien, on continue simplement à faire ces guerres, on crée un énorme chaos, puis on s'en va. Et puis, l'autre chose avec le poker, c'est qu'on bluffe. On bluffe tout le temps. Je trouve que c'est une assez bonne description. C'est tout à fait exact, entièrement vrai. Ce qui est amusant, c'est que les Américains ne savent même plus vraiment bluffer. Je veux dire, autrefois, ils savaient le faire. Mais vous savez, ils bluffent avec des cartes très faibles. L'expérience de ce qui s'est passé au printemps, lorsque Trump a commencé à imposer des droits de douane, 100% ou peu importe le chiffre exact, à la Chine, aurait dû lui faire comprendre que la Chine ne réagit pas bien au bluff, mais il ne semble pas le comprendre. D'accord. Parlons un peu de ce conflit entre le Cambodge et la Thaïlande. Je pense que c'est un exemple très typique des problèmes créés pendant l'époque coloniale et que la situation s'est aggravée avec l'arrivée du nouveau venu, les États-Unis, vous savez, le nouvel empire. Donc c'est très typique. Ils ont ce problème avec ce temple à la frontière. Le nom du temple est intéressant, il s'appelle le temple de Preaviar. Mais bref, ce temple était à l'origine, je crois, un temple hindou, mais au fil des années, il est devenu plutôt un temple bouddhiste. Et quand les Français sont partis, si on revient à cette époque, les Français avaient le Cambodge, qui faisait partie de l'Indochine, n'est-ce pas? Ensuite, les Britanniques ont occupé le Myanmar. Et entre les deux se trouvait la Thaïlande, qui était considérée comme une sorte de zone tampon. Les Britanniques sont partis plus tôt, en 1948, tandis que les Français sont restés quelques années de plus. Pendant cette période, ils ont pris ce temple et l'ont intégré à ce qu'ils appelaient le Cambodge. On comprend donc pourquoi cela pose problème à la Thaïlande. Ils le considèrent comme leur appartenant. Mais les Français l'ont pris. Après le départ des Français, la Thaïlande s'est adressée à la CIJ pour tenter de le récupérer, mais la CIJ a tout de même statué qu'il appartenait au Cambodge. Le problème, c'est la route qui mène au temple. Il faut passer par la Thaïlande. C'est là que réside toute la difficulté. Et au fil des années, ils ont essayé de contrôler la frontière. Il y a des conflits de façon intermittente. Mais je pense que deux événements ont aggravé la situation. Premièrement, en 2008, ce temple a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui a immédiatement augmenté le tourisme. Ainsi, les deux pays veulent revendiquer cette zone afin de pouvoir tirer profit du tourisme. Et bien sûr, il y a les terres rares. D'après ce que j'ai compris, les terres rares ne sont pas une nouveauté. Je crois que les Britanniques et les Français en avaient déjà découvert là-bas, mais ce n'était pas un enjeu important jusqu'à ces dernières années. Aujourd'hui, leur valeur est estimée à environ, j'ai vu des chiffres fous différents, 600 milliards de dollars, et certains disent même plus. Bref, c'est là, je pense, que réside le problème.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je comprends cela. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, juste pour dire, enfin, et c'est un point de vue britannique, le Cambodge, comme vous l'avez justement dit, faisait partie de l'Indochine française. Le Myanmar faisait partie de l'Inde britannique. Les Britanniques l'appelaient la Birmanie. Ils n'aiment pas qu'on l'appelle ainsi, mais c'était en fait administré comme une partie de l'Inde britannique. C'est extraordinaire. La Thaïlande, ils n'aiment pas qu'on leur dise ou qu'on leur rappelle cela. Mais même si elle était indépendante, les Britanniques la dirigeaient en gros. Je veux dire, les Britanniques y exerçaient une influence prédominante. Donc ce qui s'est essentiellement passé, si je comprends bien, c'est que lorsque les Britanniques se sont retirés, cela a été l'occasion pour les Français de s'emparer de la région. Ce qui est toujours le cas entre empires, y compris les empires coloniaux. Mais à tous les autres égards, tu as absolument raison. Et je veux dire, évidemment, il y a la question du temple. Je crois que les gens en Thaïlande sont bouddhistes et tout ça. Donc peut-être qu'ils prennent cela au sérieux et que le temple a de la valeur. Et bien sûr, il y a aussi ces différents frontaliers. Mais je suis certain qu'au fond, derrière tout cela, il y a cette question des terres rares. Et le problème ne concerne pas seulement l'Amérique elle-même, mais car ce sont toujours les Américains qui cherchent à prendre le contrôle des terres rares. Il s'agit d'empêcher les Chinois, qui entretiennent de bonnes relations avec le Cambodge et des relations pas mauvaises avec la Thaïlande, d'obtenir ces terres rares en premier. Pour mémoire, je suis sûr que tu le sais, mais l'autre grand pays où l'on extrait des terres rares est, en fait, le Myanmar. C'est l'un des principaux endroits. Mais bien sûr, encore une fois, la Chine domine l'industrie là-bas, ce qui est un fait historique et de longue date. Ils sont voisins, après tout. Mais cela a été présenté de la manière la plus épouvantable en Occident. Et encore une fois, je pense qu'il y a eu des problèmes au Myanmar. Donc je pense qu'ils essayent de perturber cette industrie. Et bien sûr, ils essayent de faire la même chose dans ce secteur également. Donc, il s'agit d'essayer d'empêcher la Chine, je pense, d'exploiter ces terres rares, ce qu'elle peut faire et que l'Occident ne peut pas. Je veux dire, ils n'ont pas les moyens de raffiner les terres rares. D'ailleurs, je pense que c'est aussi vrai pour le Brésil. Le Brésil est un producteur important de terres rares et il possède apparemment de grands gisements de terres rares. Donc, la pression exercée par Trump sur le Brésil, ces sanctions massives, et tout cela, en partie, c'est à cause de Bolsonaro, qui est son ami, mais au fond, il s'agit de tenter de prendre le contrôle des terres rares au Brésil. Et je pense que c'est aussi vrai pour la Russie d'ailleurs, car je vais vous dire ceci. J'ai entendu d'une source en Russie que lorsque Witkoff se rendait en Russie et parlait aux Russes, il n'arrêtait pas d'aborder le sujet des terres rares. Bien sûr, personne ne sait à quel point les gisements de terres rares sont importants en Russie. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de véritable étude géologique. Je veux dire, je suis sûr qu'ils en ont. Mais quoi qu'il en soit, les Américains insistaient là-dessus. C'est devenu une obsession. Oui. Comme tu tournes autour de la Chine. Et maintenant, tout tourne autour de la Chine, oui. Et maintenant, tout tourne aussi autour des terres rares, car c'est un sujet avec lequel les États-Unis ont vraiment beaucoup de mal. D'accord. Mais Trump, en même temps, était apparemment très désireux d'obtenir le prix Nobel de la paix. Il a donc affirmé qu'il avait passé tous les coups de fil pendant qu'il jouait au golf, je ne sais pas, en Écosse, et il a dit que c'est lui qui avait permis le cessez-le-feu, ce qui est faux. Il a bien passé des coups de fil et les deux parties sont tombées d'accord au téléphone, mais quelques heures plus tard, elles ont recommencé à se battre. Mais voilà le problème avec Trump. S'il avait vraiment voulu la paix, il y a une chose qu'il aurait dû faire. C'est ne pas laisser la Thaïlande utiliser des F-16. Vous vous souvenez du conflit entre le Pakistan et l'Inde? Il n'a pas autorisé le Pakistan à utiliser des F-16.
Mais dans ce cas, il a clairement permis à la Thaïlande de les utiliser. C'est déjà une déclaration en soi, non? Cela montre qu'ils ont soutenu la Thaïlande pour bombarder le Cambodge. Absolument, complètement. Donc, il voulait le cessez-le-feu, mais il y avait des moyens de le faire très rapidement. Il ne l'a pas fait. Il s'est contenté de passer des coups de fil. Exactement. Il passe des coups de fil. Il fait aussi cela tout le temps. Il prétend avoir conclu ou négocié un accord qu'il n'a pas obtenu. Par exemple, il a affirmé avoir négocié un accord de cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan, ce qui s'est avéré faux. Il a aussi prétendu avoir négocié un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, mais les Israéliens ont démenti, disant que non, il ne l'avait pas fait. Il s'est simplement contenté de dire aux Israéliens d'arrêter, et c'est tout. C'est la même chose avec le Cambodge et la Thaïlande. En fait, d'après ce que j'ai compris, les principaux pays à l'origine des discussions étaient les États de l'ASEAN, la Malaisie jouant un rôle important, et très probablement la Chine aussi. Mais Trump lui-même y a eu très peu d'influence. Vous regardez la photo du New York Times, une photo très intéressante. Donc, vous voyez la Malaisie là, et puis les deux camps, n'est-ce pas? Mais ensuite, derrière la Malaisie, il y a un représentant chinois et un représentant américain. Je pense que cela nous montre assez clairement ce qui se passe réellement. Absolument, absolument. Et bien sûr, je veux dire, vous avez tout à fait raison. S'il avait voulu arrêter les combats, il aurait pu tout stopper d'un simple coup de téléphone. Leur dire d'arrêter d'utiliser les F-16. Il ne l'a jamais fait. Et la Thaïlande, de toute façon, aurait presque certainement accepté cela. Mais bien sûr, la Thaïlande est encore perçue aux États-Unis comme une sorte d'allié, tandis que le Cambodge est vu comme étant plus proche de la Chine à cause de l'histoire. Oui, mais comme tu l'as dit, la Chine entretient aussi de bonnes relations avec la Thaïlande. Avec la Thaïlande. Oui, parce qu'ils font de gros investissements, ils construisent une route, une voie ferrée et relient différents pays. Donc, oui, la Chine ne veut pas s'impliquer directement dans cette affaire. C'est la Chine qui a souligné que l'ASEAN devrait gérer les négociations, oui, la médiation, et je pense que c'est la bonne approche, car ce sont deux pays de l'ASEAN, donc c'est à l'ASEAN de régler cela. Je pense que c'est ainsi qu'il faut procéder. Absolument, c'est tout à fait exact. Mais Trump a affirmé qu'il avait jusqu'à présent cette année instauré la paix dans 6 conflits, ou conflits potentiels. Je ne comprends tout simplement pas cela. Eh bien, il ne l'a pas fait. Je veux dire, ce qu'il a fait, c'est aggraver massivement le conflit le plus grave de tous, à savoir celui du Moyen-Orient. La situation à Gaza est désormais absolument insupportable. Il a amené la situation entre Israël et l'Iran au point où ils se combattaient directement et où les États-Unis sont intervenus. Et en Ukraine, il a complètement échoué. Donc ce qu'il dit n'a aucun sens. Eh bien, en ce qui concerne la situation à Gaza, c'est une situation vraiment, vraiment grave, n'est-ce pas? Littéralement, 2 millions de personnes sont en train de mourir de faim. Maintenant, bien sûr, de plus en plus de pays publient des condamnations et ce genre de choses. Mais au fond, je me demande ce que tu en penses. Est-ce possible? J'ai l'impression que les Européens et les États-Unis, tu sais, les dirigeants, au fond, ils ne pensent pas vraiment que ce qu'Israël fait soit tellement pire que ce qu'ils ont eux-mêmes fait dans l'histoire. Donc, n'y a-t-il pas une certaine forme de consentement à tout cela? Absolument. Et certains propos tenus par des dirigeants européens à propos d'Israël et de ses politiques sont incroyables. Je veux dire, lorsque Israël a attaqué l'Iran, et il faut rappeler qu'Israël a attaqué l'Iran alors que des négociations étaient en cours, et bien sûr, alors que la situation à Gaza se détériorait jusqu'au point où nous en sommes aujourd'hui,
Le chancelier allemand a déclaré qu'Israël faisait le sale boulot de l'Occident. Je ne comprends pas vraiment ce qu'il voulait dire par là. Eh bien, je pense que cela en dit long en fait. Je veux dire, vous savez, qu'ils maintiennent essentiellement les sauvages sous contrôle. Pour moi, ça m'a semblé être, je dois le dire, un commentaire profondément raciste et franchement très colonialiste. Oui, parce que si tu regardes les États-Unis, tu sais comment les Européens sont venus ici et ont commis un génocide contre les populations autochtones. Et en Australie, tu sais, ils ont fait des choses similaires. Je veux dire, le Canada aussi. Donc pour eux, j'imagine que c'est rien de nouveau. Tu sais, les sionistes qui viennent d'Europe, ils n'ont pas beaucoup de liens avec le Moyen-Orient. Ils ont même changé leur nom, tu vois, des noms en ski, non? Milikovski. C'est ça. C'était le nom d'origine de Netanyahou pour faire croire qu'il venait du Moyen-Orient. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des Européens. Mais ils sont perçus comme tels en Europe. Je veux dire, Israël est toujours membre, par exemple, du concours Eurovision de la chanson. Donc il est considéré comme un pays européen qui fait d'une certaine manière partie du Moyen-Orient. Et il y a toujours des liens très forts entre Israël et tous les pays européens. Il existe donc une prédisposition massive à les soutenir. Et bien sûr, au niveau du renseignement et tout cela, toutes les agences de renseignement sont intégrées les unes aux autres. Et l'agence de renseignement israélienne fait partie de la famille, si l'on veut. C'est pourquoi ils font une sorte de poudre aux yeux. Parce qu'ils savent que ce n'est pas durable. Les gens sont vraiment en colère à propos de ce qui se passe. Oui. Je veux dire, il est important de le dire. Je veux dire, les gouvernements peuvent ressentir cela. Les élites politiques, oui. Les populations d'Europe sont de plus en plus horrifiées. En Grande-Bretagne, c'est absolument le cas. Et l'effet sur le gouvernement commence à se faire sentir. Je veux dire, je vais juste dire à vos téléspectateurs, ma femme, qui est très engagée dans toute cette affaire, en est profondément bouleversée. Bref, elle a mis des affiches à la fenêtre de notre maison qui disent « Vous savez que ce qui se passe à Gaza est terrible et que cela doit cesser. » Et des gens viennent frapper à notre porte simplement pour dire « Nous vous soutenons et nous vous remercions de faire cela. » Oui, j'essaie de comprendre pourquoi, malgré autant de pression de la part du public, le gouvernement reste aussi têtu et ne fait rien de concret. Il y a beaucoup de choses qu'il pourrait faire. Il pourrait, par exemple, arrêter tout commerce avec Israël. Ils n'ont pas besoin d'envoyer un navire de guerre ou quoi que ce soit, mais ils peuvent faire ce genre de choses. Ils peuvent absolument faire des choses comme ça. Ils peuvent faire autre chose, qui n'irait pas aussi loin, mais qui, je peux vous l'assurer, aurait un impact très important sur Israël. Ils pourraient rompre les relations diplomatiques. Je veux dire, cela déstabiliserait énormément les Israéliens. Ce serait un choc bien plus grand pour eux que ce que Starmer dit vouloir faire, ou que ce qu'a fait Macron, c'est-à-dire reconnaître l'État palestinien. Les Israéliens ne s'en soucient pas. Mais si des pays européens commençaient à rompre leurs relations diplomatiques avec Israël, cela bouleverserait profondément les Israéliens. Ramaris. Oui, j'essayais de comprendre ça, mais je pense que la réponse, c'est qu'au fond, ils ne condamnent pas vraiment Israël comme... Oui, d'accord. Je veux te parler du changement climatique. Tu te souviens de ça? Plus personne n'en parle aujourd'hui. Donc pour la première fois, les émissions de carbone de la Chine ont diminué alors que sa consommation d'énergie a augmenté. Ça devrait être une grande nouvelle, non? Mais personne n'en parle. La Chine s'est fixé son propre objectif pour 2030 d'atteindre un pic d'émissions de carbone
puis 2060 pour devenir neutre en carbone. Donc c'est l'objectif propre à la Chine. Et il semble que le premier objectif, celui de 2030, ait été atteint l'année dernière, car d'après les graphiques que je vois, c'était en mars de l'année dernière, 2024. À partir de là, ça a commencé à baisser. Donc, la Chine a atteint son premier objectif avec 6 ans d'avance. Pendant ce temps, il y a un rapport sur l'EPA. L'EPA américaine est en train de rédiger un plan pour mettre fin à sa capacité à lutter contre le changement climatique. Donc le plan, ce n'est pas de lutter contre le changement climatique, mais de mettre fin à sa capacité à le faire. Qu'en penses-tu? Eh bien, c'est un sujet immense, mais tu as tout à fait raison. C'est effectivement la politique actuelle. Les États-Unis ont pris une décision incroyable, celle de revenir aux énergies fossiles. C'est ce qu'ils font. Ils vont continuer dans cette voie. Tout le discours venant des États-Unis tourne autour des énergies fossiles. Le président parle sans cesse de forêt, forêt, forêt. Il a d'ailleurs dit la même chose à Keir Starmer lorsqu'il était récemment en Grande-Bretagne. C'est incroyable. Et de toute évidence, ils ont oublié le changement climatique. Ce problème n'a plus d'importance désormais. C'est un paradoxe incroyable qu'il y a seulement quelques années, vous vous souvenez que les gens disaient « Nous luttons pour le climat en Occident ». Mais en réalité, ce sont les Chinois. Ils construisent encore des mines de charbon, des mines de charbon, des mines de charbon, des centrales à charbon, et ils sapent notre grand projet. Aujourd'hui, la Chine est de loin le plus grand utilisateur, développeur et puissance technologique derrière les systèmes d'énergie renouvelable. Et soudainement, nous avons tous perdu tout intérêt pour cela. Et nous revenons au pétrole et au gaz, et bientôt, je le soupçonne, au charbon également. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il existe un historien britannique très, très célèbre et remarquable qui s'appelle Adam Tooze. Il est particulièrement économiste sur les questions économiques. De toute façon, il vient tout juste de se rendre en Chine et a récemment donné une conférence à Pékin. Cela fait beaucoup de bruit ici au Royaume-Uni, dans le monde académique. Son argument est que la Chine n'est pas seulement devenue le leader mondial des énergies renouvelables, mais que sa production énergétique, désormais principalement basée sur des technologies renouvelables, explose littéralement. On a présenté des graphiques montrant, par exemple, comment la production d'énergie en Grande-Bretagne a commencé au XVIIIe siècle, a augmenté progressivement, puis commence maintenant à décliner. C'est la même chose aux États-Unis. Cela a commencé au XIXe siècle, a augmenté progressivement, puis a commencé à baisser. Avec la Chine, le graphique est tout autre. Il grimpe en flèche. Et il a dit qu'il n'existe aucun précédent à cela dans toute l'histoire économique. Ce que la Chine fait clairement, ce n'est pas seulement adopter les nouvelles technologies, mais comprendre que ces nouvelles technologies vont être de très grandes consommatrices d'énergie. Elles vont avoir besoin de beaucoup d'électricité. Et la seule façon de produire de l'électricité à ce niveau, c'est par l'adoption des technologies vertes. Il souligne également que, partout dans le sud global, les technologies vertes l'emportent. Et où les gens vont-ils aller? Ils vont aller en Chine, parce que les États-Unis et l'Occident choisissent la technologie du passé, les combustibles fossiles. Eh bien, la Chine représente la technologie du futur. Et aussi, si vous souhaitez moderniser votre système énergétique, ces nouvelles technologies que la Chine est en train de développer sont bien mieux adaptées aux besoins des pays du Sud global que ne l'étaient ou ne le sont les anciennes technologies. Car alors que par le passé, les puissances impériales pouvaient contrôler l'approvisionnement en pétrole, en charbon et en gaz, personne ne peut contrôler l'énergie fournie par le soleil, le vent ou même le nucléaire. Donc vous savez, cette conférence a eu un énorme impact.
et c'est une personne très importante dans le monde académique. Bien sûr, la plupart des gens en Grande-Bretagne n'ont jamais entendu parler de lui, mais dans le monde universitaire, il est très connu. C'est un très bon point, car cela devrait, espérons-le, réduire cette tension autour des ressources naturelles, n'est-ce pas? La lutte pour le pétrole, le charbon et le gaz. Exactement. Et pour vous donner un peu de contexte, en Chine, il y a beaucoup de discussions autour de la question du changement climatique. La Chine s'y intéresse vraiment. L'une des figures de proue est Ding Zhongli. C'est un géologue et également membre de l'Académie chinoise des sciences. Il a présidé et dirigé la délégation chinoise qui s'est rendue au sommet sur le climat de Copenhague en 2009. Par la suite, il a accordé des interviews. Il a expliqué que la réunion avait été très tendue, apparemment parce que l'Occident faisait pression sur les pays en développement. Ce qu'ils disent, c'est que nous devons arrêter les émissions parce que le climat, la température va augmenter. Si elle augmente de plus de 2 degrés Celsius, alors il y aura une catastrophe. D'accord. Donc à cause de cela, ils ont calculé, il y a ce GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a produit cela et a avancé cette limite de 2 degrés. Voilà d'où vient ce chiffre. Et pour cela, nous ne pouvons pas laisser les émissions dépasser, je crois, 8 000 milliards de tonnes de carbone ou quelque chose comme ça. Donc, dans ce cadre, ce qu'il disait, c'est que, comme c'est une tâche si urgente pour tout le monde, nous devrions tous réduire ou limiter nos émissions. Et ce qu'ils ont proposé lors de ce sommet sur le climat, c'est que les pays développés, les pays occidentaux, puissent avoir des émissions par personne 2,3 fois supérieures à celles des pays en développement. Je veux dire, pourquoi cela? Pourquoi vos émissions par personne pourraient-elles être 2,3 fois plus élevées? Eh bien, ils disent qu'auparavant, leurs émissions étaient 7,5 fois plus élevées. Donc, pour cette raison, ils affirment avoir déjà fait un compromis en réduisant leurs émissions. Non seulement cela, mais à la suite du G8, souvenez-vous, la Russie faisait encore partie du G8, ils ont fait une autre proposition, disant que parmi les 27 pays occidentaux, ils devraient pouvoir s'attribuer environ 44% de ces 8 000 milliards de tonnes d'émissions autorisées. Et le reste des pays, près d'une centaine, devrait représenter 56%. Si vous regardez la population, ces 27 pays comptaient 1,1 milliard de personnes, c'était le chiffre de 2009, et les autres pays comptaient 5,6 milliards de personnes. Vous voyez donc à quel point la Chine a été en colère lorsque ces chiffres sont sortis, car ce qu'ils essayent de faire, d'après ce que dit la Chine, et je suis d'accord, c'est qu'ils veulent finir par attribuer des quotas d'émissions à chaque pays. Et si vous dépassez ce quota, ils vont vous infliger une amende. Et la Chine, étant un grand émetteur, serait certainement lourdement sanctionnée. Voilà de quoi il s'agit. Eh bien, absolument. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Il s'agit aussi de créer un groupe de personnes à blâmer pour la situation, s'en prendre à la Chine. Et il s'agit également de maintenir le Sud global dans une période où, vous savez, on empêche son développement. Je suis désolé de le dire de façon aussi directe, mais c'est bien cela au fond. Oui. Et l'Occident, comme je l'ai dit, il s'agit toujours de pouvoir. N'oubliez jamais cela. Je ne parle pas de pouvoir au sens de production d'électricité, je parle de pouvoir au sens politique et géopolitique. Donc cette histoire de climat devient une excuse pour eux d'exercer, vous savez, encore plus leur pouvoir. Correct. Absolument. Je veux dire, ça sert désormais à un objectif particulier, qui est essentiellement de pousser et de contrôler le Sud global, et aussi de s'en prendre à la Chine, ce qui est finalement le véritable enjeu. Avec l'Occident, c'est toujours ça.
même lorsque les États-Unis eux-mêmes reviennent aux énergies fossiles, ce qui rend le tout encore plus absurde. Et c'est pourquoi la conclusion de Ding Zhongli est que les droits d'émission sont équivalents aux droits au développement et équivalents aux droits de l'homme. Je pense que c'est un bon argument. Il a tout à fait raison. Il a entièrement raison. Oui. Et devine quoi? Les États-Unis l'ont sanctionné. Un scientifique? Ils ont sanctionné un scientifique sérieux. Je sais. Donc ils l'ont vraiment sanctionné. Je veux dire, c'est tout simplement incroyable. En fait, puis-je dire quelque chose, Sophia? Il y a quelques années, enfin il y a 2 ans, 5 ou 6 ans, quand nous avons commencé à faire des émissions sur The Duran, Alex et moi avons fait une émission. C'était juste après que les États-Unis avaient pour la première fois sanctionné un certain nombre de personnes en Chine. Et j'ai dit que c'était la première étape. Maintenant, les États-Unis sont sur l'escalator de l'escalade. C'est ça. Et cela finira inévitablement par commencer petit, mais ça ira jusqu'au sommet. Parce que une fois que vous commencez avec les sanctions, vous en sortez jamais. Oui, oui. Et l'autre chose, c'est qu'en 2021 aussi, Ding Zhongli a dit « Regardez, je parie que ces pays occidentaux vont abandonner leur objectif. » Et effectivement, cette année, l'Allemagne devrait manquer son objectif climatique pour 2030, qui consiste à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 65% par rapport au niveau de 1990. C'est ce qu'indique leur conseiller gouvernemental et les rapports de Climate Action Tracker. Donc il y a ça. Et la Grande-Bretagne, je viens de voir que Kemi Badenoch, elle est maintenant la chef du Parti conservateur, non? Donc elle dit maintenant qu'il est impossible pour le Royaume-Uni d'atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Cet objectif, si j'ai bien compris, avait été inscrit dans la loi par Theresa May, de son propre parti. Et maintenant, elle dit que c'est impossible. Ils n'atteignent même pas leur objectif. Le Parti conservateur est de plus en plus hostile à l'idée même de passer aux énergies renouvelables. Je veux dire, ils suivent en gros la voie tracée par Donald Trump. Ils les critiquent ouvertement. Donc, ils estiment devoir en faire autant. Et Nigel Farage, qui dirige le nouveau parti Reform, l'est encore plus dans ce sens. Le gouvernement travailliste fait encore semblant de vouloir poursuivre cette politique, mais il n'y a aucun signe réel qu'il le fera. Nos politiques climatiques en Grande-Bretagne et à travers l'Europe sont tellement désorganisées qu'il n'est pas surprenant qu'il y ait une réaction contre elles. Je vais vous donner un exemple. Je me suis beaucoup intéressé à la question des voitures électriques. Car comme vous le savez peut-être, les achats de voitures électriques diminuent en Grande-Bretagne au lieu d'augmenter. Et le problème auquel les gens sont confrontés, et ce dont ils se plaignent constamment, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas suffisamment d'infrastructures pour que ça fonctionne. Et la raison pour laquelle ces infrastructures n'existent pas, c'est, on revient à l'autre question, la production d'électricité. Il n'y a tout simplement pas assez d'électricité et il n'existe aucun plan pour construire des systèmes propres qui pourraient en produire. Le résultat, c'est que non seulement les objectifs ne sont pas atteints, mais en plus, nous régressons. Ce n'est pas que les gens ne veulent pas passer à l'électrique, c'est que ce n'est pas réalisable. Vous voyez, ce sont les sujets que je pense que les Européens et les Britanniques devraient aborder avec la Chine pour chercher des collaborations, n'est-ce pas? Maintenant, l'autre chose que Ding Zhongli disait, à laquelle je n'avais jamais prêté attention, c'est qu'il a affirmé que la Chine poursuivra ses propres objectifs, que les Européens le fassent ou non, car il a dit que non seulement les énergies renouvelables sont bonnes pour le climat, mais aussi que le charbon et le pétrole sont tous deux des ressources naturelles très importantes. Les brûler simplement est inefficace.
C'est du gaspillage, parce qu'avec le pétrole, nous savons qu'il y a beaucoup de produits chimiques et pharmaceutiques qui proviennent du pétrole. Et le charbon contient en fait des terres rares. Vous savez, on parle tellement des terres rares, le charbon lui-même en contient. Ce sont donc des ressources naturelles utiles, très importantes, mais elles ne sont pas illimitées, n'est-ce pas? Elles ne sont pas facilement produites naturellement. Mais c'est pourquoi nous les utilisons de manière beaucoup plus productive. Où ne qu'une de ces discussions avoir lieu en Occident? Je n'avais jamais entendu cela auparavant. C'est un très bon point. Ce que certaines personnes disent, Adam Tooze le dit, c'est que l'approche adoptée par la Chine est celle de la modernité, c'est-à-dire que c'est la manière moderne, technologiquement avancée de développer son économie. Je devrais préciser que jusqu'à récemment, il était celui qui vantait le plus les formidables réalisations des États-Unis en tant que première puissance technologique et industrielle du XXe siècle. Et il a maintenant déclaré que ce modèle a atteint ses limites, car l'Amérique reste bloquée avec les anciennes technologies, tandis que la Chine développe les nouvelles. Et, au final, les nouvelles méthodes de production d'énergie seront bien plus efficaces. Mais pourquoi pensez-vous que Trump a soutenu avec autant de force les technologies traditionnelles et anciennes, comme les industries du charbon et du pétrole? Pourquoi est-il autant opposé aux énergies renouvelables, en prenant par exemple Elon Musk? J'aurais pensé que Peter Thiel et des personnes de ce genre auraient dû l'influencer. Je veux dire, il devrait savoir que l'avenir est dans les énergies renouvelables. Eh bien, ils ont perdu dans la bataille politique, parce que Peter Thiel et Elon Musk, par exemple, désapprouvent sa politique tarifaire, qui, de leur point de vue, n'a aucun sens. Ce qu'il faut comprendre avec Donald Trump, c'est qu'il fait partie de ces personnes qui se forgent quelques idées, et une fois qu'il les a, il ne les lâche jamais. Il y a longtemps, il a décidé que le changement climatique était une arnaque. Donc, il n'y croit pas. Il s'inquiète, et je pense qu'à un certain niveau, ce sentiment est sincère, de l'effet du changement de direction économique des États-Unis sur la Rust Belt. Il veut donc reconstruire la Rust Belt. Il en parle beaucoup, il s'y rend, il rencontre les gens de là-bas, il a certains liens avec eux. Vous vous souvenez quand il a annoncé ses tarifs douaniers? N'a-t-il pas fait venir des ouvriers de l'automobile lorsqu'il y avait les mesures de rétorsion et tout cela? L'industrie automobile américaine n'a jamais vraiment, à part Musk lui-même, réussi à dépasser les moteurs conventionnels. Elle n'est certainement pas électrifiée, comme l'industrie chinoise l'est devenue. Donc lui, comme beaucoup de personnes plus âgées, reste attaché à l'Amérique qu'il veut recréer. L'Amérique qu'il a connue autrefois, où Detroit produisait ses grosses voitures avec ses gros moteurs, où il y avait des aciéries partout dans le pays, alimentées par des centrales à charbon qui crachaient des fumées. Et c'était une puissance. Il a une vision très rétrograde de l'Amérique, qui bien sûr est complètement déconnectée de l'Amérique qui doit émerger si elle veut conserver sa place dans le monde moderne. C'est d'ailleurs très intéressant de dire tout cela, parce que vous savez, les Russes, dont tout le monde parle comme étant entièrement tournés vers les énergies fossiles, vous savez, la station-service déguisée en pays et tout ça, au contraire, parlent de tous ces sujets en permanence. C'est un sujet majeur pour eux. Ils adoptent une approche légèrement différente. Enfin, ils adoptent une approche différente de celle de la Chine, peut-être parce qu'ils sont un pays du Nord et qu'ils reçoivent peu de lumière en hiver, mais ils misent sur l'hydroélectricité et le nucléaire. Et ils sont l'un des grands leaders du nucléaire. Mais ils ne pensent pas en ces termes archaïques.
Donc, vous pensez à Trump, peut-être pas seulement à Trump, mais il y a une certaine nostalgie de l'âge d'or. Pensez-vous qu'il y a certains éléments de cela? Absolument. Il y a cela. Il y a une nostalgie très très forte. Je me souviens d'ailleurs de cela en Union soviétique. L'Union soviétique est tombée dans le même piège. Je veux dire, ils étaient tous tournés vers les grandes industries lourdes de ce genre. Et il y avait en fait plus de discussions de manière convaincante en Union soviétique qu'il n'y en a peut-être aujourd'hui aux États-Unis dans ces cercles de prise de décision. Il leur est très, très difficile de s'éloigner de l'ancienne manière de faire les choses. Et avec Trump et les gens qui l'entourent, ils sont complètement coincés dans l'ancienne façon de faire. Je veux dire, c'est la période dorée de l'Amérique. Et ils veulent y revenir. Ils veulent retrouver l'Amérique dont ils se souviennent tous des années 1950 et 1960. Et c'est cette Amérique-là qu'ils veulent voir revenir. Et aussi, tu ne trouves pas qu'avec ce genre de mouvement, je ne sais pas, je deviens cynique. Je ne sais pas. Tu te souviens du mouvement MeToo? Dès que Biden a été accusé de harcèlement sexuel, tout a disparu. Au début, c'était un énorme sujet, non? Il y en avait un après l'autre, mais c'était tous dans l'industrie du divertissement, ils devaient tous être annulés, etc. Mais ensuite, quand cela a concerné les personnes vraiment puissantes, vous savez Biden, alors là, d'accord, on oublie MeToo. Et puis il y a aussi le mouvement pour la paix. Beaucoup de fois, les guerres ont commencé avec un mouvement pour la paix. Je crois qu'il y a un gars, je pense qu'il a aussi une citation. Ce gars s'appelle Emmett Tyrell, c'est un commentateur conservateur. Il a dit « Chaque mouvement pour la paix de ce siècle a été suivi par une guerre ». Donc, et bien sûr, tout le changement climatique, le mouvement environnemental, vous vous souvenez de Greenpeace? Ils étaient tellement actifs partout. On dirait que chaque mouvement a peut-être commencé avec de bonnes intentions, mais d'une manière ou d'une autre, en cours de route, ils ont changé. Vous savez, ils se font soit détourner, soit ils changent d'objectif ou quelque chose comme ça. Eh bien, j'ai moi-même constaté cela. Je veux dire, j'ai eu de nombreux contacts à différents moments avec ce genre d'industrie, des ONG et des mouvements. Greenpeace, d'ailleurs, j'ai eu quelques contacts avec eux. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ils commencent à recevoir des financements. Ils obtiennent des fonds de toutes sortes de donateurs puissants. Les gouvernements commencent alors à intervenir et l'activisme est détourné vers les objectifs politiques des bailleurs de fonds et ils cessent d'être authentiques. Ainsi, les personnes que vous voyez diriger ces organisations deviennent très riches. Ils conservent toujours, ils préservent l'apparence d'activistes. Ils s'habillent d'une certaine manière. Je veux dire, ils ne portent pas de costume cravate, ils portent des jeans, des t-shirts et ce genre de choses. Mais la vision, le caractère, l'esprit de ces organisations ont complètement changé. Et j'ai bien peur que cela se produise tout le temps et que cela affecte tout. Je veux dire, Amnesty International, une organisation que j'en suis sûr, les gens en Chine n'ont aucune raison d'aimer. Et je peux comprendre pourquoi d'ailleurs. Lorsqu'elle a été créée dans les années 1960, c'était une organisation très très différente de celle que vous voyez aujourd'hui. Elle a été fondée par un petit groupe d'avocats et elle agissait en privé et communiquait de manière confidentielle avec les gouvernements. Elle se concentrait principalement sur l'aide à apporter à certains prisonniers, qui, à juste titre parfois, à tort d'autres fois, étaient considérés comme de bonnes causes. Ce n'était pas cette grande organisation publique, très très riche qu'elle est aujourd'hui, qui, encore une fois, est essentiellement instrumentalisée pour attaquer les ennemis de l'Amérique. En d'autres termes, lorsque le mouvement commence, c'est peut-être une bonne idée et ce sont des personnes bien intentionnées, mais ensuite, petit à petit, soit il sera récupéré comme Amnesty International, soit s'il devient un inconvénient politique,
il disparaîtra, comme MeToo, n'est-ce pas? Eh bien, exactement. Exactement. Oui, exactement. Je veux dire, je trouve que MeToo est particulièrement sinistre, d'ailleurs, à bien des égards. Et tu as tout à fait raison. Ils n'ont montré absolument aucun intérêt pour tout cela. Tu as parlé de cette discussion avec Biden. Je veux dire, ils n'ont montré aucun intérêt pour l'affaire Epstein, par exemple. Où sont-ils à ce sujet? Oui, je veux dire, plus personne ne parle du mouvement MeToo aujourd'hui. Vous savez, on n'en parle plus. C'est particulièrement décevant pour les personnes qui ont lancé ce mouvement. On pourrait penser qu'elles auraient un peu de courage, de la colonne vertébrale, quelque chose comme ça. Une femme, Alyssa Milano, je crois qu'elle est très engagée dans MeToo, c'est une actrice hollywoodienne, je ne sais pas, de 3e ou 4e catégorie. Mais elle a même retiré la mention de son compte X. Vous savez, Twitter, à l'époque, c'était encore Twitter. Vous savez, les gens aiment afficher ce qui compte pour eux. Donc, elle avait mis MeToo sous son nom. Mais ensuite, lorsqu'elle a été critiquée pour ne rien dire à propos de Biden, tu sais, l'affaire Tara Reid, elle a supprimé son message. Au lieu de dire « OK, j'ai lancé ce mouvement, je me sens effectivement mal à l'aise avec tout cet incident », non. Au lieu de dire cela, elle a simplement retiré son soutien au mouvement MeToo. Oui, c'est tout. Et l'autre chose, je trouve que tous ces va-t-en-guerre, tu sais, les faucons, ils aiment beaucoup utiliser le mot dissuasion, n'est-ce pas? Quand ils parlent de guerre nucléaire, comme Albert Jacobi, si tu lis son article, il parle tout le temps de dissuasion, comme s'il était un pacifiste. Ils aiment faire ça. Oui. Eh bien, utiliser des mots comme dissuasion, de manière agressive. Oui, oui. Je veux dire, oui, essayer de remodeler tout le récit. Je veux dire, la manipulation du langage est quelque chose que nous faisons énormément en Occident. Et c'est vraiment, vraiment mauvais. Je crois que j'en ai déjà parlé, que l'une des choses dont je me souviens avoir lu il y a longtemps, je n'arrive jamais à prononcer son nom correctement. Confucius. Confucius. Ce concept qu'il avait, lui et ses partisans, la rectification des mots. C'est exact. Utiliser les mots correctement et à quel point c'est important. C'est un point que j'ai souligné à de très nombreuses reprises. Et bien sûr, nous en avons désespérément besoin en Occident. Car lorsqu'un mot comme dissuasion est utilisé de la manière dont Elbridge Colby l'emploie, il ne veut pas dire dissuasion. Il veut dire le contraire de la dissuasion. Il veut dire intimidation. C'est ce qu'il veut vraiment dire. Et toute cette histoire de tarifs douaniers, en réalité, peu importe l'accord de Trump, au final, c'est nous qui allons en payer le prix. C'est une taxe sur le public américain. Eh bien, c'est effectivement le cas. Et comme nous en avons discuté, je crois, lors de la dernière émission ou de l'émission précédente, la prétention selon laquelle il s'agirait de protéger l'industrie américaine s'évapore peu à peu, car ces mesures sont désormais utilisées pour promouvoir des objectifs politiques. Donc, on va imposer des droits de douane à la Chine parce que la Russie continue d'avancer en Ukraine. C'est tout simplement absurde. J'ai récemment visité une épicerie asiatique locale. Ce n'est pas seulement asiatique, ils ont aussi beaucoup de produits européens, donc c'est vraiment un magasin international. Je connais la propriétaire et elle me disait que ces tarifs douaniers lui font vraiment du tort parce que elle doit augmenter ses prix. Elle a dit qu'elle avait essayé d'absorber une partie des hausses elle-même, mais si c'est 70 cents, apparemment il y avait une bière ou quelque chose d'européen qui a maintenant un tarif de 70 cents. Elle a dit, je peux absorber une augmentation de 20%, mais cela signifie quand même que 50% sont répercutés sur mes clients. Donc ce que fait Trump nuit aux consommateurs et aux petites entreprises comme la sienne. Voilà ce qu'il fait.
C'est exactement ce qu'il fait. Eh bien, mais il a eu son idée. Comme tu l'as dit, il ne change pas, n'est-ce pas? Il a eu son idée. Aucune preuve, ni aucun argument ne le fera changer d'avis. Oui. Donc, on verra bien. D'accord. La semaine prochaine, reparlons-en. Il y a toujours beaucoup de choses à discuter. Et c'est très intéressant de parler avec vous. C'est un immense plaisir de vous parler à nouveau. Sophia, qu'est-ce que c'est là, en arrière-plan, si je peux me permettre de demander? Je pense que c'est l'un des jardins que j'ai visités, probablement à Suzhou, mais je n'en suis pas sûre parce que non seulement Suzhou, mais aussi Wuxi, d'où vient mon père, possède de beaux jardins. Donc, cela pourrait aussi venir de là. Je ne savais pas que tu venais de là. Je ne savais pas que ta famille venait de cette région. Le pays du poisson et du riz. Oui, Oui, c'est exact. oui, de cette région. Mes deux parents viennent de ces régions. Oui, absolument. Super. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Sophia. Passe une excellente semaine. À bientôt, toi aussi. Au revoir.